parfois grosses comme de simples cailloux. Parfois plus grosses que certaines planètes. Grâce à la première lunette astronomique, Galilée va en observer 4 autour de Jupiter. Elles deviennent la première preuve visible que la Terre n'est pas le centre de l'univers, le modèle héliocentrique promu par Nicolas Copernic. Aujourd'hui, on en compte plusieurs centaines dans le système solaire. Dans notre recherche incessante d'une vie extraterrestre, certains de ces astres pourraient abriter les éléments essentiels au développement de la vie. Quand on regarde un petit peu notre système solaire, on connaît un corps qui a connu l'émergence de la vie, c'est la Terre. Et donc la question naturelle qui se pose par la suite, c'est est-ce que l'origine de la vie est-elle unique à notre planète? On se limite pour l'instant à rechercher la vie telle qu'on la connaît, une vie du type terrestre. Et on essaye d'identifier dans le système solaire des environnements qui pourraient accueillir et maintenir une vie du type de celle qu'on a sur la Terre. Ce qui est apparu dans les dernières années, dernières décennies, c'est que effectivement, les lunes sont des candidats potentiels à l'émergence de la vie. Le système solaire compte 8 planètes gravitant autour du Soleil, 4 planètes rocheuses et 4 planètes géantes gazeuses. À la mi-novembre 2020, on connaît plus de 621 satellites naturels dans le système solaire, dont au moins 416 autour d'astéroïdes. Il y a 205 lunes confirmées autour des planètes du système solaire. Les lunes du système solaire d'un diamètre supérieur à 2000 km sont la Lune, satellite de la Terre, les lunes galiléennes de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto, Titan, lune de Saturne, et Triton, lune de Neptune. Toutes ces lunes sont plus grandes que Pluton. Ganymède et Titan sont même plus grandes que Mercure, la plus petite des planètes du système solaire. Enfin, parmi tous ces satellites, seuls 19 ont une masse suffisante pour avoir acquis une belle forme sphérique sous l'effet de leur propre gravité. Satellite, le terme, il vient du latin solda, c'est le compagnon d'un autre corps autour duquel il tourne. Et cet autre corps, alors ça peut pas être une étoile, mais ça peut être une planète, ou ça peut être même un astéroïde. Un certain nombre d'astéroïdes ont autour d'eux des satellites. Alors déjà, pourquoi Mercure et Vénus n'ont pas de lune? Ça, c'est pas très clair. Pourquoi certaines planètes ont des lunes et pas d'autres? C'est pas une question très claire. Et en tout cas, en ce qui concerne la Terre, l'idée générale aujourd'hui que l'on a, qui semble relativement solide, même s'il y a quand même des points toujours obscurs dans le scénario, c'est qu'au moment où se formait la Terre, donc il y a à peu près 4,5 milliards d'années, alors que la Terre était encore toute jeune sous forme d'un embryon planétaire, il est très probable qu'elle ait percuté lors de sa formation, un autre embryon planétaire. Une collision géante avec un impacteur. Dans le cas de la Terre, c'est ainsi que la Lune, notre Lune, va se former. Se nourrissant d'une partie du manteau terrestre projeté en orbite et aussi des restes de l'impacteur. On a longtemps imaginé que les deux satellites orbitant autour de Mars pouvaient provenir de la ceinture d'astéroïdes et avoir été capturés par Mars. Mais l'hypothèse aujourd'hui privilégiée
et que Mars a connu un sort comparable à la Terre. Avec un impacteur beaucoup plus petit, la collision donna naissance à 2 petites lunes de forme patatoïde, Deimos et Phobos. Donc un scénario possible pour Phobos et Deimos, ce serait que ce seraient des astéroïdes capturés. Mais il y a un grand problème, il y a un énorme contre-argument contre ça, et c'est pour ça que je pense que ce scénario n'arrive pas à complètement convaincre la communauté scientifique. C'est que si un astéroïde passe au voisinage de Mars, il va se mettre sur une orbite qui a priori sera quelconque. Il va se mettre comme ceci, ou sur une orbite polaire, ou sur une orbite équatoriale. Mais là, est-ce un coup de chance, ou est-ce que c'est quelque chose qui nous indique qu'il y a un problème ? C'est que quand vous regardez les orbites de Phobos et de Deimos, ils sont tous les deux exactement dans le plan équatorial de Mars. Et ça, c'est très dur d'expliquer par quelle extraordinaire coïncidence 2 objets capturés, on va dire, au hasard, se retrouvent exactement dans le même plan orbital. Bon, on espère avoir la réponse dans la décennie entre 2020 et 2030, car il y a une mission japonaise qui s'appelle MMX qui va atterrir sur Phobos et nous ramener des échantillons de Phobos. Et là, en les analysant, on espère avoir la réponse à cette question. Début 2010, grâce à des simulations numériques et aux données de la sonde Cassini, une équipe de chercheurs français a développé un nouveau modèle décrivant le mécanisme de formation des lunes de Saturne. Les chercheurs ont découvert que les anneaux de Saturne, disques très fins de petits blocs de glace et de poussière qui entourent la planète, donnaient eux-mêmes naissance à des satellites de glace. En effet, au cours du temps, les anneaux s'étalent et lorsqu'ils atteignent une certaine distance de la planète, appelée limite de Roche, leurs extrémités s'agglomèrent, formant de petits corps qui se détachent et s'éloignent. Les anneaux peuvent donc régulièrement donner naissance à des satellites. Ce modèle de formation des satellites à partir d'anneaux explique pourquoi les satellites les plus gros se trouvent à une distance plus éloignée de la planète que les satellites de plus petite taille qui ont dû se contenter de la matière des anneaux qui restaient. De plus, le modèle prévoit aussi la présence d'une accumulation de satellites près de la limite de Roche, lieu de leur naissance localisé aux extrémités des anneaux. Cette distribution serait donc en parfait accord avec le système des satellites de Saturne. Mais le même modèle peut s'appliquer également au système satellitaire des planètes géantes Uranus et Neptune, lesquelles suivent la même architecture. Ceci suggère que ces planètes possédaient autrefois des anneaux massifs similaires à ceux de Saturne, qu'elles auraient par la suite perdu en partie en donnant naissance à leurs satellites. Pour Jupiter, un anneau de poussière glacée, présent aussi autour de la géante gazeuse, serait devenu si massif qu'il se serait effondré sous son propre poids en des milliers de satellitésimaux, sorte de gros astéroïdes glacés d'une centaine de kilomètres de diamètre. Au bout de plusieurs milliers d'années, les satellitésimaux ont formé des satellites, un à la fois. Lorsque le premier satellite Io s'est formé et que sa masse a atteint un certain seuil, son influence gravitationnelle a commencé à produire des ondes dans le disque gazeux de matière qui entourait Jupiter. En interagissant avec ces ondes, le satellite a migré vers Jupiter jusqu'à ce qu'il atteigne le bord intérieur du disque, près de son orbite actuelle. Le processus a ensuite recommencé avec le satellite suivant. Ainsi, il serait possible d'expliquer le phénomène de formation de la grande majorité des satellites majeurs des géantes gazeuses. Quand Jupiter s'est formé au sein du disque d'accrétion solaire, Jupiter a été suffisamment
grosse pour attirer la matière qui était dans le disque autour pour former son propre mini-disque. Et on pense que dans ce mini-disque, on a les lunes qui se sont formées. Donc probablement qu'une partie de la matière également qui était autour du Soleil a été piégée par la suite, encore une fois, par des phénomènes de capture. Mais on pense que les lunes se sont vraiment formées autour. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on devient un satellite, par exemple, au bord des anneaux de Saturne, ou peut-être au bord des anneaux d'Uranus et Neptune, même si c'est plus hypothétique? Alors, ça, la clé du mécanisme a été découverte par un chercheur français en 1850 qui s'appelait Édouard Roche, qui était enseignant à l'université de Montpellier. Alors, lui n'a pas vraiment étudié la question des satellites, mais lui a découvert un mécanisme qui semble être universel dans l'univers. Et ce mécanisme, par son nom, on appelle ça la limite de Roche ou le processus de Roche. Et l'idée est la suivante. Que se passe-t-il si on répartit de la masse autour d'une planète ? Qu'est-ce que va devenir cette masse ? Est-ce que cette masse va spontanément former des petits satellites, former des petites boules, ou est-ce que cette masse va rester sous forme de petits grains sans pouvoir accréter des petits satellites ? Et il a découvert, tout simplement en utilisant les lois de la physique, mais c'était un très bon physicien, qu'en réalité, autour de toutes les planètes de l'univers, il y a deux régions qu'on peut distinguer. Une région où les satellites peuvent se former loin de la planète, et une région où les satellites ne peuvent... Il est absolument impossible pour un satellite de se former proche de la planète. Quel est le mécanisme qui est à l'œuvre ? Ce sont les effets de marée de la planète. Les effets de marée de la planète ont naturellement tendance à déchirer les objets. Par exemple, notre Lune, elle, vous savez, a une forme très... On le voit à peine, mais en fait, elle a une forme très légèrement allongée parce qu'elle est étirée par la gravité de la Terre. Bon. Sauf que plus vous vous rapprochez de la planète et plus cette force est intense. Et il y a un moment où cette force devient tellement intense qu'elle dépasse même les forces de cohésion de gravité des objets. Et cette limite est assez stricte et elle porte le nom de limite de Roche. Grossièrement, elle se trouve à peu près entre 2 et 3 rayons de la planète. Voilà. Donc, à l'intérieur de cette limite de Roche, vous ne pouvez pas former de satellite. Et de manière étonnante, c'est là où on voit les anneaux de Saturne, c'est là où on voit les anneaux de Jupiter, d'Uranus et Neptune. Et aujourd'hui, on a cette vision que les anneaux, au milieu des anneaux, vous ne pouvez pas former de satellite parce que les marées empêchent toute accrétion. Mais par contre, au bord de la limite de Roche, vous avez un équilibre parfait entre processus d'accrétion et processus de destruction. Alors maintenant, on voit que finalement, dès qu'on traverse la limite de Roche, on peut former des satellites. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la matière va traverser la limite de Roche et finalement va pouvoir s'écouler pour former des satellites ? Bien ça, c'est un processus qui est assez connu. Les anneaux, c'est comme un tas de sable. Les anneaux de Saturne, ce sont des billes de glace et de roche. Les anneaux d'Uranus et Neptune, c'est aussi sûrement des billes de glace. Et ces billes, elles frottent les unes contre les autres. Donc ça fait un peu comme une forme de viscosité. Et si vous prenez un disque en astrophysique, s'il est un peu visqueux, du fait des collisions entre les particules, il va avoir tendance naturelle à s'étaler, un peu comme si vous prenez une pâte, je sais pas quoi, une pâte à pizza et que vous la posez sur la table, naturellement, elle va s'étaler sur la table. Eh bien, les anneaux de Saturne font exactement pareil. Ils ont tendance naturellement à s'écouler des deux côtés, d'un côté vers la planète et de l'autre côté vers la limite de Roche. Et dès que le matériau traverse la limite de Roche, eh bien, plouc, il forme des grumeaux, un peu comme dans une pâte à crêpes. Et voilà. Et on pense que c'est ça le mécanisme de formation des petites lunes de Saturne. Les anneaux s'étalent, traversent la limite de Roche, le matériau devient instable, blam, forme des petits satellites. Et puis après, les petits satellites vivent leur vie, se collisionnent, grandissent et s'éloignent. Parmi toutes ces lunes, il y en a certaines qu'on pense qui pourraient provenir d'une capture. Donc c'est le cas de Triton, qui est une lune de Neptune, qui a la particularité d'avoir un orbite dans le sens inverse de ce qui est pour toutes les autres lunes. Donc toutes les autres lunes tournent dans le même sens que la planète géante, ce qui indique qu'elles sont probablement formées au même moment. Alors que dans le cas de Triton, que cette lune de Neptune, elle tourne dans le sens inverse. Donc elle, on est quasiment certain qu'elle s'est fait capturer. Et en fait, Triton, ça serait une sorte de petite planète qui orbitait dans le système solaire et à un moment donné qui a été capturée par Neptune. On n'exclut pas dans l'univers qu'on peut avoir des systèmes de planètes doubles. Qu'est-ce qu'on va appeler une planète double ? Ce serait deux planètes qui tournent l'une autour de l'autre. Et alors, à l'heure actuelle, on n'en connaît pas à strictement parler. On commence à détecter des objets dans les exoplanètes qui pourraient être comme ça. C'est pas entièrement clair. Et même certains chercheurs avec qui je travaille dans le domaine des exoplanètes me disent que même le système Terre-Lune, dans une certaine manière, on peut le considérer un peu comme une planète double.
good side. L'exobiologie, c'est-à-dire l'étude de la possibilité d'une vie dans l'univers, est née avec l'exploration de la Lune par le programme Apollo de la NASA. Le rayonnement ultraviolet solaire, les rayons cosmiques et les particules énergétiques du vent solaire qui atteignent sa surface rendent notre satellite inhabitable. En 2020, la NASA a annoncé la détection d'eau sous forme de glace sur la Lune via le télescope à infrarouge aéroporté SOFIA. Cette détection d'eau sur notre satellite n'est pas une nouveauté en soi. L'eau sur la Lune a été découverte au cours des années 1970 lors des programmes Apollo et Luna. D'abord détectée sous forme de traces de vapeur d'eau, puis comme faible composante du sol lunaire, elle est par la suite observée sous forme de glace au début du XXIe siècle. On pensait que la présence d'eau était nécessairement limitée au fond de certains cratères lunaires, dans l'ombre, sous forme de glace. Cette fois-ci, SOFIA nous a apporté confirmation que cette eau pourrait être omniprésente sur la Lune. Et si l'eau est disponible sous forme de givre dans les régions ensoleillées de la Lune, les futurs explorateurs pourraient l'utiliser comme source de carburant, mais aussi comme eau potable. L'origine de cette eau pourrait avoir été apportée par le flux de micrométéorites frappant constamment le régolithe lunaire. Des micro-organismes vivants pourraient-ils alors survivre sur notre satellite ? Sur Terre, certains organismes existent dans des conditions extrêmes. Des environnements acides, des environnements toxiques, des glaciers, des sources chaudes brûlantes, des zones continuellement plongées dans l'obscurité. La vie parvient quand même à prospérer. Alors peut-on survivre aux conditions extrêmes de notre Lune sans protection particulière ? En 2019, une mission spatiale a transporté sur la Lune des tardigrades, de minuscules organismes vivants extrêmement résistants. Une robustesse extraordinaire, appelée cryptobiose. Un état de vie ralenti qui permet aux tardigrades de résister au vide spatial, à des doses massives de radiation ou encore à l'absence d'oxygène et à des températures extrêmement basses. Il y a de bonnes chances pour qu'ils soient encore en vie aujourd'hui. Notre connaissance repousse continuellement les frontières de l'existence du vivant. Et si des micro-organismes arrivent à survivre dans les conditions extrêmes qui règnent sur la Lune ? Peut-on envisager d'en trouver au-delà du système interne, après la ceinture d'astéroïdes, en dehors de la zone habitable ? Mais après, la question qu'on se pose, et c'est une question qui est en fait très complexe, c'est que chercher. Une fois qu'on s'est dit, bon, on cherche la vie, maintenant les copains, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui pourrait, on va dire, témoigner de la présence de vie sur une planète ? Parce qu'aujourd'hui, on pense que c'est pas aussi simple que d'aller voir et de chercher des troupeaux de dinosaures qui se baladent à la surface de la planète. Ça doit être beaucoup plus subtil. Qu'est-ce qui est pertinent de détecter avec les outils d'aujourd'hui, par spectrométrie, par analyse in situ, et qui pourrait peut-être témoigner d'une vie soit active à la surface, soit passée. On peut tout à fait imaginer qu'on ait aussi des vies éteintes. Donc trouver les bonnes expériences et les bonnes mesures, c'est très subtil, et ça, c'est un des champs de l'exobiologie. L'astrobiologie, ou exobiologie, ne nous a pas encore permis la découverte d'un système vivant extraterrestre. Cependant, elle a déjà conduit à l'identification de plusieurs facteurs pouvant privilégier l'émergence du vivant. Ils sont au nombre de 3. De la matière organique et des minéraux, de l'eau liquide
et une source d'énergie. Par conséquent, les environnements où ces trois ingrédients sont présents simultanément sont privilégiés. Donc les briques de la vie sur Terre, ce sont des grosses molécules organiques, ça veut dire carbonées, avec du carbone tout simplement. Et ça tombe bien parce que dans le système solaire, du carbone, il y en a beaucoup, souvent associé avec de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote. En revanche, pour pouvoir transformer des molécules simples en molécules complexes, organiques, ces fameuses briques de la vie, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. D'abord, il faut de l'eau liquide, parce que les éléments interagissent beaucoup mieux en solution, plutôt que lorsqu'ils sont piégés dans une structure cristalline rigide, ou bien lorsqu'ils sont isolés dans un gaz peu dense. L'eau liquide est un solvant particulièrement efficace, donc un milieu particulièrement propice aux réactions chimiques. L'eau H2O, en fait, c'est quasiment l'élément le plus abondant dans le système solaire. Le système solaire est plein à craquer d'eau. En fait, on a de la glace dans tout le système solaire extérieur. Les planètes géantes sont composées principalement de gaz, mais leur partie solide, qui est maintenant enfouie dans leur noyau, était probablement une moitié glace, moitié roche. On a plein de bonnes raisons de penser qu'il y aurait de l'eau liquide dans les lunes des planètes géantes, mais simplement cette eau liquide, à la différence de la Terre, ne serait pas en surface. Donc on est quasiment certain maintenant qu'il y a au moins 5 ou 6 objets dans le système extérieur, du système solaire extérieur, où on a de l'eau liquide en profondeur, et probablement de l'eau liquide salée. Et dans certains cas, on pense qu'on a une composition qui est relativement proche de l'océan terrestre. Jupiter a 4 grosses lunes. Elle a beaucoup d'autres lunes, mais on va dire ces 4 grandes lunes principales qu'on appelle les satellites galiléens sont Io, Europe, Ganymède et Callisto. Et c'est vrai que parmi les 4, il y a un intérêt particulier vers Europe pour l'exobiologie. Europe, 4e plus gros satellite de Jupiter et 6e plus grande lune du système solaire avec un diamètre de 3122 km, légèrement plus petite que notre Lune. Détectée par le télescope spatial Hubble, Europe possède une très mince atmosphère, principalement composée de dioxygène et de vapeur d'eau. Cependant, contrairement à l'oxygène de l'atmosphère terrestre, celui d'Europe n'est pas d'origine biologique et ne serait donc pas respirable par l'homme. La surface d'Europe est la plus lisse de tous les objets célestes du système solaire. Son faible nombre de cratères d'impact météoritique indique que sa surface est jeune, d'un âge estimé à 100 millions d'années. Totalement dépourvue de montagnes, Europe est principalement composée de roches silicatées, mais surtout d'une épaisse croûte de glace d'eau. Cette croûte présente de nombreuses stries, des fissures appelées linéae qui marquent son sol. Les plus importantes bandes font jusqu'à 20 km de large. Elles pourraient avoir été engendrées par l'existence d'importants mouvements tectoniques. La croûte d'Europe est mise en mouvement par les forces de marée exercées par Jupiter, pouvant créer un cryovolcanisme, mais aussi des jaillissements de panache d'eau liquide. Malgré une température moyenne à la surface d'environ -183 degrés, Europe posséderait sous son épaisse couche de glace un océan d'eau liquide en contact avec le noyau rocheux du satellite. Un océan si important qu'il pourrait contenir 2 fois la quantité d'eau liquide des océans terrestres. En analysant la glace à la surface d'Europe, il y a de la glace qui a l'air vieille, qu'on appelle amorphe, et de la glace qui a l'air jeune, qu'on appelle cristalline. Et cette glace cristalline, on a l'impression qu'elle est là depuis pas longtemps.
Donc une des idées qu'on a, c'est peut-être que en fait, les océans souterrains communiquent pas si mal que ça avec la surface. Il y a peut-être des remontées d'eau fraîche à la surface. Voilà. Parce que vous comprenez bien que si on veut analyser l'océan, s'il est trop profond et trop enfoui et trop lointain, on n'arrivera pas à l'analyser. On pense qu'à la base de cet océan, on pourrait avoir des interactions avec un socle, on va dire un plancher océanique qui serait peut-être un petit peu analogue de ce qui se passe sur les fonds océaniques terrestres. Donc ça rend Europe assez unique. Il pourrait s'agir d'un océan d'eau salée, identique à celle des mers terrestres, là où la vie est justement apparue voici près de 4 milliards d'années. L'espoir de trouver de la vie sur ce petit astre tient à ce que le noyau rocheux d'Europe recrache une eau à plus de 300 degrés dans l'océan salé. C'est à cette interface, semblable au dorsal océanique terrestre où la vie se développe, qu'une forme de vie européenne pourrait exister. Et comme dans les océans polaires terrestres, des formes de vie pourraient s'y développer. Des microbes qui survivent aux conditions les plus extrêmes en se servant de soufre, d'hydrogène ou de méthane pour vivre. On sait que sur Terre, on a des organismes qui se développent dans des conditions environnementales défavorables ou complexes, en particulier les océans arctiques, mais également tout au fond des océans, lorsqu'on est proche de températures d'ébullition ou à des très très fortes pressions, lorsqu'on est très proche de sources hydrothermales, eh bien on a néanmoins des organismes vivants qui se développent. Donc sur Terre, on pense qu'une des salles de naissance de la vie, si j'ose dire, ce sont ces cheminées hydrothermales que l'on trouve au fond des océans, au niveau des dorsales océaniques. Donc à des endroits où le manteau terrestre, qui est riche en silicates et donc en fer, est en interaction avec de l'eau chaude. Et où donc des réactions chimiques ont pu à un moment s'enclencher, libérer de l'énergie, produire des molécules organiques complexes et des nutriments aussi pour les micro-organismes qui émergeaient et qui devaient donc continuer à se développer. Europe tient donc une place privilégiée dans l'exploration spatiale et la recherche d'une vie extraterrestre. Les missions Europa Clipper de la NASA et JUICE de l'ESA seront chargées de sonder Europe. Europa Clipper devrait s'envoler vers Europe en 2024. Une fois sur place, il va survoler 45 fois Europe à des altitudes d'approche variant de 2700 km à 25 km au-dessus de sa surface, tout en restant en orbite autour de Jupiter. Il va étudier la composition de sa surface et mesurer l'épaisseur de la couche de glace. Si Europe tient ses promesses, il faudra alors aller étudier son océan, y envoyer des robots capables de se poser et analyser la croûte glacée de l'astre. Il faut imaginer qu'Europa Clipper, c'est une sorte de laboratoire ambulant. On a mis tout ce qu'on pouvait, de la meilleure technologie pour aller faire cette enquête sur Europe. Donc l'un des objectifs, ça sera d'essayer d'identifier une région potentiellement intéressante en termes de zones actives. L'étape d'après, ça sera d'envoyer un atterrisseur dans cette région-là. Et donc faire des mesures in situ au niveau de cette surface glacée. Donc c'est l'Europa Lander, dont la date d'envoi n'est pas arrêtée pour le moment, mais qui est en cours de développement actuellement au Jet Propulsion Laboratory, où ils sont en train de développer tous les systèmes et tous les instruments, faire des instruments les plus avancés possibles pour aller vraiment rechercher des traces d'activité biologique sur Europe. Donc là, on pourra faire une deuxième phase qui consistera à aller explorer un peu plus profondément. Mais là, ça devient très compliqué. Donc il y a déjà des différentes études qui ont été réalisées pour voir quelle quantité d'énergie il faudrait, quel type de système il faudrait pour pouvoir forer cette couche de glace. Donc ce qu'on envisage, c'est pas vraiment de forer, on va pas envoyer une très grosse foreuse, c'est plutôt d'utiliser un système qui va fondre la couche de glace en utilisant des sources radioactives. Donc du plutonium appauvri qui dégage une quantité d'énergie et on va utiliser cette quantité d'énergie qui est dégagée pour descendre progressivement dans la couche de glace. Donc ça serait peut-être envisageable si la couche de glace fait quelques kilomètres.
Si on se rend compte, après la mission Europa Clipper qui a fait 30 ou 40 km, ça devient quasiment mission impossible de pouvoir forer 30 ou 40 km. Donc ce qu'il faut juste envisager pour le moment, c'est qu'on aille se poser et qu'on aille récupérer déjà des informations à la surface, qui sera déjà une très grosse avancée. Et peut-être qu'avant de faire un fourrage, ça sera peut-être un retour d'échantillon qui sera envisagé, un peu analogue à ce qu'on essaye de faire sur Mars. Pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top, allumage Vulcain. La mission JUICE de l'ESA sera lancée en 2022 depuis Kourou et atteindra Jupiter en 2030, où elle passera au moins 3 ans à procéder à des observations détaillées. JUICE étudiera en continu l'atmosphère et la magnétosphère de Jupiter, ainsi que les interactions de ces lunes avec la géante gazeuse. Elle effectuera 2 survols d'Europe. JUICE mesurera pour la première fois l'épaisseur de la croûte glacée d'Europe et tentera d'en déterminer plus précisément la composition. Elle recensera aussi des sites adaptés à une future exploration sur son sol. La sonde explorera d'autres lunes de Jupiter, Callisto et surtout Ganymède. JUICE doit se placer en orbite autour de Ganymède en décembre 2032 pour une étude qui doit s'achever en septembre 2033. Ce qui est vraiment innovant dans le cas de la mission JUICE, c'est qu'après 3 ans en orbite autour de Jupiter, on va finir par se mettre en orbite autour de la lune principale de Jupiter qui s'appelle Ganymède et qui va nous permettre de faire vraiment une étude très détaillée de la lune Ganymède. Alors, il faut savoir que JUICE va aussi visiter un petit peu Europe. Mais il y a un problème, c'est que Europe est beaucoup plus près de Jupiter. Et il faut savoir que le champ magnétique de Jupiter, il y a des ions lourds qui se baladent, il y a des ions qui se baladent dans le champ magnétique de Jupiter, ce qui fait que la surface d'Europe est irradiée en permanence par un plasma qui est transporté dans le champ magnétique de Jupiter. Donc ça veut dire que si vous faites aller une sonde là-bas, s'il n'y a pas de blindage ou pas de protection, toute l'électronique va être grillée très rapidement. Voilà. Donc la mission américaine, en gros, si vous voulez, c'est un coffre-fort avec tous les instruments à l'intérieur. Et donc, eux, ils peuvent aller sur Europe. Enfin, toute la mission a été construite autour de cette idée de pouvoir travailler dans cet environnement hostile. La sonde européenne qui a pour objectif Ganymède, elle n'a pas ce blindage, parce que tout simplement, ce n'était pas l'objectif de la mission. Elle va quand même faire quelques passages autour d'Europe. Cette lune, la plus grosse lune de Jupiter, est d'ailleurs la plus grosse lune de tout le système solaire, 2 fois plus grosse que notre lune. Elle est aussi plus grosse que Mercure. Pourtant, en comparaison, sa masse n'est que 45% de celle de Mercure, car Ganymède n'est constituée, en quantité à peu près égale, que de roches silicatées et de glace d'eau. À l'instar d'Europe, Ganymède possède un océan d'eau liquide, mais contrairement à Europe, cet océan n'est pas en contact avec le noyau rocheux. Il serait piégé entre 2 couches de glace à plus de 160 km sous sa surface. Un océan qui pourrait contenir plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Le 7 juin 2021, la mission Juno est passée tout près de Ganymède. En passant à seulement 1038 km de la surface de cette lune, Juno a pu photographier avec une résolution sans précédent
des cratères, un terrain sombre et un terrain lumineux clairement distincts, et des structures qui pourraient être liées à des failles tectoniques. Ces clichés vont pouvoir nous renseigner sur l'origine du champ magnétique de Ganymède. Car cette lune présente la particularité unique parmi les satellites naturels du système solaire de disposer d'un champ magnétique propre. JUICE observera en détail les interactions magnétiques et plasmiques sans équivalent de ce champ avec la magnétosphère jovienne. Ce champ magnétique lui permet de conserver une très légère atmosphère d'oxygène. Et c'est dans cette fine couche d'atmosphère que vient d'être détectée de la vapeur d'eau. Cette découverte renforce l'attrait de Ganymède dans la recherche d'une possible présence de micro-organismes vivants. C'est l'objectif principal de JUICE, déterminer dans quelle mesure les lunes de Jupiter, et en particulier Ganymède, sont susceptibles d'accueillir la vie. C'est la seule lune dans le système solaire qui a son propre champ magnétique. Donc en fait, ça veut dire que c'est un satellite qui a une activité géologique vivante, enfin vivante, pardon, pas vivante, mais on va dire active. Et donc, regardez la Terre, enfin, il est clair que géologiquement, la Terre où il y a de la vie, c'est l'objet le plus géologiquement actif des 4 planètes du système solaire interne. Un autre aspect, c'est que ce champ magnétique propre à Ganymède crée sa propre magnétosphère, cette région où on va avoir le champ magnétique de Ganymède qui va être dominé. Et cette magnétosphère, elle est à l'intérieur de la magnétosphère de Jupiter. Donc on se retrouve dans une interaction entre une magnétosphère et une autre magnétosphère, qui est également une interaction unique dans le système solaire. C'est un peu comme des poupées russes, on a une magnétosphère à l'intérieur d'une autre. Les satellites de Jupiter ne sont pas les seules lunes à intriguer la communauté scientifique. Plus lointaine, une lune de Saturne révèle des similitudes avec la Terre. Lancée le 15 octobre 1997, la sonde Cassini-Huygens s'est placée en orbite autour de Saturne en 2004. Et en 2005, c'est l'atterrisseur Huygens, après s'être détaché de sa sonde, qui a atterri sur le plus gros satellite de Saturne, Titan. La mission Cassini, c'est une mission, ce fut une mission de très grande envergure, peut-être la mission la plus ambitieuse jamais conçue. Donc, le fruit d'une collaboration entre l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et l'Agence spatiale américaine, la NASA, donc, qui pendant plus de 13 ans a exploré le système de Saturne, la planète, son atmosphère, sa magnétosphère, ses anneaux et bien sûr ses satellites, et le plus grand d'entre eux, Titan, sur lequel donc, on a posé en 2005 un petit module européen qui s'appelait Huygens. Donc en fait, initialement, Cassini devait être financé que pour 4-5 ans. Mais ça a été un tel succès scientifique qu'au lieu de marcher 4-5 ans, en fait, Cassini a marché jusqu'en 2017, pendant à peu près 12 ans. Et là, à la fin, on s'est dit, bon, alors là, vraiment, c'est fini. Les agences spatiales ont décidé à un moment de couper les financements à Cassini. Et il était très possible que si on laissait Cassini en orbite autour de Saturne, elle s'écrase sur une des lunes où il y aurait peut-être de la vie. Donc pour faire quelque chose de sécure, il a été décidé de la précipiter dans l'atmosphère de Saturne. Donc Cassini-Huygens, elle s'est mise en orbite autour de Saturne en 2004. Et en 2005, le premier événement, donc c'était 14 janvier 2005, on a eu l'atterrissage ou la descente dans l'atmosphère de Titan du module Huygens. Donc son objectif, il était très clair dans le cas de Huygens, c'était d'aller découvrir pour la première fois ce qu'il y avait dans l'atmosphère de Titan et ce qu'il y avait à la surface de Titan. Titan est principalement composé de roches et d'eau gelée. C'est le seul satellite du système solaire à posséder une atmosphère significativement épaisse, s'étendant sur plus de 700 km au-dessus de sa surface.
L'atmosphère, composée en grande majorité de diazote comme celle de la Terre, comporte des couches de brouillard opaques qui bloquent l'essentiel de la lumière du Soleil. À 10 fois la distance Terre-Soleil, la température à la surface est glaciale. Moins 180 degrés. Cette épaisse atmosphère a longtemps empêché l'observation de sa surface. L'atterrisseur Huygens y a découvert des rivières d'hydrocarbures liquides et la sonde Cassini de vastes lacs au pôle. Avec la Terre, Titan est le seul astre connu à posséder des étendues liquides à sa surface. Titan possède un système climatique proche de celui terrestre. Mais ce sont ici les hydrocarbures, en particulier le méthane et l'éthane, qui jouent le rôle qui est celui de l'eau sur la Terre. Sur Titan, ce sont donc eux qui pleuvent à la surface, coulent dans les ruisseaux et les rivières, s'accumulent dans les lacs et les mers, et enfin s'évaporent dans l'atmosphère. Ce cycle a façonné un paysage géologique complexe et a fait de la surface de Titan l'une des plus diversifiées géologiquement du système solaire. La question c'est, mais pourquoi Titan une atmosphère et pourquoi pas toutes les autres lunes du système solaire? Parce qu'au fond, la taille de Titan est comparable à celle de Ganymède et il n'y a rien autour de Ganymède. Et en fait, on ne sait pas très bien. Est-ce que l'atmosphère a été dégazée par des processus géophysiques à l'intérieur de Titan? Ça, c'est un mystère. Enfin, il y a des études dessus. Voilà. Alors, il y a certaines théories qui vous disent que dans certaines conditions... Alors, déjà, on sait que tous les satellites de Saturne s'éloignent. Mimas s'éloigne, Encelade s'éloigne, Tétis s'éloigne. Alors là, je vais me faire peut-être taper dessus par certains de mes collègues, mais on pourrait, pourquoi pas, imaginer en fait, que Titan en fait, est passé par une phase particulièrement chaude récemment à cause des effets de marée et a sorti en fait, tous ses hydrocarbures sous forme de gaz et a sorti tout son azote sous forme de gaz. Et on sait qu'on peut chauffer un satellite efficacement et le faire dégazer si les effets de marée deviennent intenses. Et pour ça, il faudrait une modification de l'orbite. Est-ce que ça peut se passer dans la vie d'un satellite? A priori, les modèles ne l'excluent pas. Vous prenez un satellite, vous changez son orbite, soudain il va venir chaud, il va avoir une atmosphère. Donc on pense qu'il y a une sorte de couplage entre la trajectoire de l'objet autour de la planète et son évolution géophysique. Alors est-ce que la présence d'une atmosphère autour de Titan traduit peut-être une histoire orbitale compliquée? Voilà, mystère. Mais donc c'est pour ça que ça vaut le coup de revenir là-bas. Dans la haute atmosphère, c'est-à-dire à quelques centaines de kilomètres au-dessus de la surface, en fait, les rayons ultraviolets du Soleil cassent en permanence les molécules de diazote et de méthane qui vont se recombiner plus bas et progressivement former une vaste gamme de produits organiques qui vont de l'éthane à des aérosols, des grains solides ou liquides complexes. Et les plus lourds de ces grains se déposent et s'accumulent progressivement à la surface qui regorge donc de matière organique. La surface de Titan accueille de la matière organique à foison. Maintenant, pour aller plus loin, pour mesurer l'habitabilité de Titan, il faut savoir quel est le degré de complexité qu'a atteint cette matière organique. Et ça, on ne peut le faire que in situ, depuis la surface. La NASA a officialisé, dans le cadre de son programme d'exploration New Frontiers, l'envoi d'un drone sur Titan. Lancement prévu en 2027, avec une arrivée sur Titan début 2034, ce drone, de plus de 2 mètres d'envergure, muni de 8 hélices, pourra profiter de la densité de l'atmosphère de Titan, 4 à 5 fois plus dense que celle de la Terre, sa gravité y étant 7 fois plus faible. L'octocoptère embarquera une batterie d'instruments et sera capable d'explorer des dizaines de sites, distants chacun de plusieurs dizaines de kilomètres. Au total, Dragonfly volera plus de 175 km, soit près du double de la distance parcourue à ce jour par l'ensemble des rovers martiens.
collectera des informations qui permettront de voir jusqu'à quel stade la chimie sur Titan s'est développée et si elle a pu mener à la vie. Alors la mission Dragonfly, c'est sûr que c'est une mission très ambitieuse, voire très périlleuse, puisque pendant les phases de vol du drone, par exemple, le drone va être en autonomie totale. Il est évidemment impossible de piloter en temps réel depuis la Terre, c'est-à-dire à 1,5 milliard de kilomètres de Saturne, un drone. Donc Dragonfly va utiliser un système de navigation autonome qui s'appuie sur la reconnaissance d'images. Et c'est le même en fait, système qu'utilise Ingenuity en ce moment là, sur Mars, dans le cadre de la mission Mars 2020. Sauf que Ingenuity fait même pas 2 kilos et que Dragonfly en fera au moins 500. Ouais, les conditions sur Titan sont vraiment propices à la navigation puisque l'atmosphère est dense, presque 5 fois plus dense que l'atmosphère terrestre, et la gravité est réduite, 7 fois plus faible que la gravité terrestre. Donc c'est des conditions idéales en fait pour faire voler des gros objets voilà, de plusieurs centaines de kilos, comme c'est le cas de Dragonfly. Titan n'est pas la seule lune de Saturne à avoir été scrutée par la sonde Cassini. Dès 2005, plusieurs observations successives font d'Encelade l'objet le plus intéressant du système de Saturne avec Titan. Jusqu'à l'arrivée de Cassini dans le système de Saturne, les seules caractéristiques remarquables de la petite lune était sa surface particulièrement lisse dans certaines régions et son pouvoir réfléchissant le plus élevé du système solaire. Lacérées de crevasses, saillies et fissures, certaines régions du satellite sont visiblement jeunes. C'est en particulier le cas du pôle sud d'Encelade, où se trouvent 4 failles profondes surnommées les rayures du Tigre. Il s'agit de gigantesques gouffres surnommés Bagdad, Le Caire, Damas et Alexandrie. Des failles parallèles de plus d'une centaine de kilomètres de long, de 2 kilomètres de largeur et de 500 mètres de profondeur. Ces rayures devraient être plus froides, mais elles sont 95 degrés plus chaudes que le reste de la Lune. La sonde Cassini a traversé, après plusieurs survols rapprochés, les panaches qui jaillissent jusqu'à 500 km d'altitude du pôle sud d'Encelade. Ces geysers éjectent à une vitesse de 400 mètres par seconde, essentiellement de la glace d'eau mélangée à des sels et de petites poussières silicatées. Ils sont à la source de l'anneau E de Saturne, au milieu duquel évolue Encelade. Mais l'essentiel de ces panaches retombe à la surface, recouvrant Encelade d'un manteau de neige. Ces geysers, ainsi que l'étude fine de la rotation d'Encelade, suggèrent l'existence d'un océan sous la croûte glacée de la Lune. Cet océan se situe entre 20 et 25 km en moyenne sous la surface. Mais au pôle sud, la possible présence de sources chaudes amincirait la croûte de glace jusqu'à une épaisseur inférieure à 5 km. Des molécules organiques carbonées, du dihydrogène et des particules silicatées ont été détectées dans les geysers d'Encelade. Ce qui fait de son océan interne un milieu propice à une chimie organique et donc potentiellement habitable. C'est vraiment très surprenant en fait que sur un corps aussi petit qu'Encelade, je rappelle, c'est 500 km de diamètre, c'est la distance Paris-Brest, c'est minuscule. Et bien que sur un corps aussi petit, on ait de l'activité. L'histoire de l'exploration du système solaire nous montre qu'on a toujours été étonnés. Je n'ai aucun exemple de mission, on s'est dit, ça n'a pas d'intérêt. Je pense que
On n'a jamais trouvé ce à quoi on s'attendait. Donc je pense qu'on va trouver des trucs assez étonnants. On est en train d'ouvrir un nouveau chapitre de la physique, c'est la géophysique des corps de glace. Et ça, il y a tout un pan de la physique à écrire, en fait, ici. Voilà. Les lunes de glace, notamment Europe, Encelade et potentiellement d'autres lunes, nous offrent un moyen de tester des hypothèses sur l'origine de la vie sur Terre. Soit la vie a commencé à émerger dans des sortes de sources d'eau chaude au fond des océans, donc un peu analogue à ce qu'on pense être potentiellement possible actuellement dans les lunes de glace. Ou l'autre hypothèse, ce serait que la vie a plutôt émergé dans des zones, des lacs salés très contraints à la surface, qui serait un peu analogue à ce qu'on recherche actuellement sur Mars. Donc, quelle que soit la réponse qu'on aura justement après toutes ces explorations, bah, ça sera, dans tous les cas, ça nous fera avancer sur cette grande question de l'origine de la vie. Et si on trouve un seul exemple dans le système solaire où il y a même une trace d'un micro-organisme très primitif, bah, ça sera aussi une grande révolution. Ça voudra dire qu'à partir du moment qu'on a à peu près tous les ingrédients et qu'on laisse suffisamment de temps à un système pour s'organiser, eh ben on peut faire émerger un processus de type processus vivant comme on a sur Terre. Des centaines d'autres lunes existent dans notre système solaire. Et parfois, elles présentent des signes probants de présence d'eau liquide et d'éléments organiques. Il faudra encore de nombreuses missions et études scientifiques pour réussir à mieux connaître tous ces satellites peuplant notre système solaire. Et qui sait, peut-être qu'un jour, une lune nous donnera enfin la clé de l'existence de la vie.